Bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous accueillir dans les nouveaux locaux de l'IAE Paris-Sorbonne. Et donc, pour la petite histoire, ces locaux étaient une ancienne maternité, donc transformée en université. Donc, toute une symbolique. Bien, donc, avant de débuter, voilà, nos échanges, nous aimerions parler un petit peu de la chaire, marque, valeur et société, mais surtout de nos partenariats avec Ipsos. Donc la chaire a été créée maintenant il y a 14 ans avec une ambition forte, produire et transmettre un savoir scientifique sur les marques et leur rôle dans les organisations et dans la société. Évidemment, notre partenariat avec Ipsos est à cet égard particulièrement précieux. D'abord parce qu'il repose sur une véritable inspiration mutuelle. Donc pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous avez pu participer à nos conférences où nous explorons ensemble des sujets passionnants comme les relations aux marques, l'engagement des marques, les imaginaires de marques, les enjeux actuels du luxe. Mais cette collaboration, elle est également essentielle dans la transmission du savoir. Les équipes d'Ipsos interviennent dans nos 3 masters marketing et contribuent à former nos étudiants au métier des études. Leur expertise vient enrichir nos enseignements académiques. Ils apportent des méthodes, des terrains, des pratiques professionnelles qui permettent à nos étudiants de comprendre l'univers des études en pleine transformation avec la data, le digital et l'intelligence artificielle. Donc, je voudrais particulièrement remercier toutes les équipes Ipsos, tous les intervenants qui sont très appréciés de nos étudiants, qui sont d'ailleurs au fond de la salle. Et puis, remercier plus particulièrement Arnaud Carré, qui est l'initiateur, le compositeur et le chef d'orchestre de cette collaboration depuis plus de 4 ans. Donc merci beaucoup Ipsos et Arnaud et toutes les équipes. Alors maintenant, en 2 mots, en tant qu'enseignant-chercheur, toutes ces transformations technologiques aujourd'hui qui nous touchent et le monde des études, pour nous, nous avons une conviction, c'est qu'en tant que chercheurs, dans nos métiers, c'est de comprendre l'humain. Et pour nous, les données sont essentielles car elles constituent le terreau de nos recherches. Donc, on comprend bien qu'ici, le métier de chercheur et le métier des études sont intimement liés. Donc, nous allons encore et continuer avec Ipsos d'envisager justement ces nouvelles pistes de réflexion sur des sujets de consommation, de marque, en mixant nos 2 expertises et pour pouvoir justement être plus agile dans un contexte hybride, mouvant et dynamique. Donc, je suis ravie de donner la parole maintenant à Alexandre Guérin, donc directeur général Ipsos BVA, pour introduire notre débat. Merci. Merci Géraldine. Merci Géraldine, ainsi qu'à toute l'équipe pour cette confiance qui dure depuis maintenant 4 ans, pour ce très beau partenariat. Alors, nous sommes tous chercheurs, gens d'études, décideurs, étudiants qui se préparent pour la vie professionnelle, engagés dans une bataille, dans un combat qui est la bataille du réel. Dans un monde qui évolue de plus en plus vite, cet engagement devient de plus en plus important. Et c'est la raison même de notre partenariat pour continuer à nous questionner, à faire évoluer nos méthodes, nos études, pour nos clients, mais aussi pour le monde qui nous entoure. Ce matin, on va vous inviter à prendre de la hauteur par rapport à ce qu'on peut faire au jour le jour, de comprendre, dans un monde qui évolue de plus en plus vite, le rôle des études, de la donnée, et ce que nous devons faire collectivement pour continuer à mieux comprendre. Parce que avant tout, et in fine, mieux comprendre, c'est bien décider. Je vais accueillir sur scène Gérald Bronner,
professeur et sociologue, professeur à la Sorbonne, sociologue, auteur du livre Au-delà du réel, qui a connu un grand succès. Et il se trouve que Gérald cite Ipsos à de nombreuses reprises dans son livre, ce qui rendait cette rencontre ce matin une évidence. Donc, Gérald, merci d'être avec nous. Nous accueillerons ensuite Didier Truchot, le fondateur d'Ipsos, qui est avec nous ce matin, qui va nous donner son analyse sur le rôle des études dans le monde et comment ce rôle évolue et doit évoluer, là aussi pour mieux comprendre le réel. Et vous savez tous qu'il y a un grand nombre d'enjeux dans un monde d'IA, d'accélération, d'injonction à la rapidité et de fake news. Autant de sujets dont nous parlerons ce matin. On aura ensuite un débat de regards croisés qui sera animé par Fabienne Simon et on aura du temps aussi pour prendre vos questions. Donc voilà, commencez dès maintenant à lister les points qui vous intéressent particulièrement. Gérald, à toi. Merci beaucoup Alexandre. Bonjour à toutes et tous. Très heureux de me retrouver ici dans, en effet, les locaux tout frais sortis, dont j'apprends qu'il s'agissait d'une ancienne maternité. Donc je ne sais pas de quoi on va accoucher, mais j'espère du meilleur dans notre dialogue. Et on m'a d'abord demandé de parler, disons, une vingtaine de minutes autour d'un sujet qui est considérable, donc je ne pourrais pas faire le tour, et du moins au moins ouvrir une porte intellectuelle avec vous ce matin, parce que ce sujet me préoccupe depuis plusieurs dizaines d'années maintenant, c'est ce qui me rajeunit pas évidemment, qui est la question de la contamination d'espace public par la contestation du vrai ou du rationnel de mille façons. Et je suis loin de là, plus tout seul à prêcher dans le désert. Il y a encore quelques années, c'était pas forcément évident de convaincre mes interlocuteurs, mais aujourd'hui, il faut bien le dire, nous avons tous pris conscience de ce danger, de l'assaut du réel, qui est en train de se produire devant nous. Et parmi ces acteurs, il y a de grands acteurs institutionnels, dont les grandes institutions internationales, que sont l'ONU, par exemple, l'OMS, le Conseil de l'Europe, évidemment, avec l'écriture, si je puis dire, du Digital Services Act, qui atteste des inquiétudes européennes tout à fait légitimes sur ce sujet. Et je vais introduire par une autre institution qui produit, disons, tous les 2 ans, ou tous les 4 ans, d'ailleurs, je ne me rappelle plus, les formes de prévision, qui est le Forum économique mondial, en demandant à des centaines d'experts de pointer les risques principaux qui pèsent sur notre humanité. Alors c'est ambitieux comme question, et puis évidemment il ne voit pas dans l'avenir, mais c'est une approximation experte, faite d'ailleurs de gens qui viennent des mondes académiques ou des mondes entrepreneuriaux. Et pour 2026, c'est fait donc en 2024 la dernière prévision, eh bien ce qu'il pointe comme risque principal à court terme donc, c'est la diffusion de fausses informations et de mésinformations. Alors aujourd'hui, nous vivons une journée particulièrement caniculaire et on pourrait s'étonner que le premier de ces dangers, ça ne soit pas la question de la perturbation climatique, par exemple, ou d'une nouvelle pandémie. On a parlé de l'hantavirus, on parle beaucoup d'Ebola, etc. Et tous ces dangers sont bien sûr pris en compte dans ce rapport, mais quand on le lit, on voit la raison, en fait, du fait de pointer la fausse information et la mésinformation comme risque principal. C'est parce que aucun danger qui pèse sur notre humanité ne peut trouver de réponse rationnelle et de politique publique rationnelle si nous ne sommes pas d'accord sur les faits et le réel. Ça ne sert à rien de se préoccuper du réchauffement climatique si la moitié de la population n'y croit pas, ne se sent pas disposée à faire les efforts qui seront nécessaires pour tenter d'apporter une solution au problème. De la même façon, pour le virus. Nous avons vécu une pandémie et parmi nos concitoyens, ils étaient rares, mais ils s'en trouvaient, qui ne croyaient pas en l'existence du coronavirus. Alors dans ces conditions, comment convaincre nos concitoyens de pratiquer la distanciation sociale, de porter le masque, voire même de se confiner, était d'une mesure très radicale pour nos libertés, et même d'accepter une politique vaccinale. Bref, le risque de mésinformation et désinformation est donc majeur, quoi qu'on en pense. Mais il va pas de soi, parce qu'il y a pas si longtemps, je parle du siècle des Lumières, où je parle d'auteurs comme Milton, par exemple, ou John Locke, célèbres philosophes, les considéraient, parce que eux, ils vivaient sous une tutelle épistémique, c'est-à-dire que
On n'avait pas le droit de dire tout et n'importe quoi en matière de religion notamment, mais y compris en matière de médecine ou de physique. Il n'était pas tout à fait loisible de contredire, par exemple, Aristote ou Galien en matière de médecine. Donc dans ces conditions, le marché des idées était mis sous une chape de plomb. Et donc eux imaginaient, et c'était tout à fait légitime, que si ce marché se dérégulait, se libéralisait en quelque sorte, et que chacun avait le droit de défendre ses opinions sur la base d'une forme de rationalité, ce seraient les propositions les plus rationnelles qui s'imposeraient. C'est tellement vrai d'ailleurs que quelqu'un comme Thomas Jefferson, un des grands fondateurs de la démocratie américaine, avait écrit dans un petit traité sur l'État de Virginie, le vrai, la vérité, peut se défendre toute seule. Et la terrible nouvelle qu'apporte notre contemporanéité, c'est que non, le vrai ne peut pas se défendre tout seul. Pourtant, nous avons actualisé par la technologie, par le progrès de nos lois aussi, cette dérégulation du marché de l'information à laquelle ils aspiraient, qu'ils appelaient de leur vœu. Et encore pas si longtemps, au début des années 2000, on croyait d'ailleurs que l'apparition d'Internet, parce que c'est bien de l'apparition des mondes numériques que je vais évoquer, eh bien, allait accoucher, on va reprendre le terme parce que nous sommes dans une ancienne maternité, des sociétés de la connaissance. Il y avait même un grand rapport de l'UNESCO qui s'appelait Vers les sociétés de la connaissance. Et on imaginait donc que la libre circulation des idées favoriserait la tempérance et la rationalité comme la bonne monnaie pourrait chasser la mauvaise dans certaines conditions. Donc évidemment, il n'y a pas besoin d'être sociologue aujourd'hui pour constater que c'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Mais peut-être y a-t-il besoin de l'être un peu pour comprendre un peu pourquoi ça s'est pas passé comme ça. Et une des premières raisons, c'est la caractéristique de cette dérégulation qui aboutit, disons, à une massification cyclopéenne, j'ai envie de dire, de la disponibilité de l'information. Alors évidemment, on n'a pas envie de vivre dans un monde où l'information est pas disponible ou sous tutelle, par exemple, d'un monopole d'État. Ça fonctionne pas très bien. Il y a eu la Pravda, par exemple, c'est pas forcément favorable à la vérité. Évidemment, il faut de la concurrence sur ce marché des idées. Mais une concurrence totalement débridée, nous allons le voir, n'est pas favorable forcément à l'émergence du vrai et du rationnel. Et donc la première raison, c'est cette disponibilité de l'information. On avait produit plus d'informations au début des années 2000, c'est-à-dire au moment de la démocratisation d'Internet, que depuis l'invention de l'imprimerie par Gutenberg. En 2005, on avait produit 150 exabits de données. En 2010, on en avait produit 8 fois plus. Et on peut lire facilement que dans les 2 dernières années qui viennent de s'écouler, on a produit 90% de l'information disponible sur la Terre, y compris la bibliothèque que vous avez sans doute dans ce bâtiment, etc., etc. C'est donc à proprement parler un peu inimaginable, et ça provoque déjà quelque chose qui est maintenant bien connu et que je pointais dans un livre qui est apparu il y a presque 15 ans, qui s'appelait La démocratie des crédules, que justement j'opposais à l'idée de la démocratie de la connaissance. L'une étant une utopie et la démocratie des crédules étant une forme de dystopie. Eh bien, ce que ça provoque, c'est que la disponibilité de l'information, elle provoque ce qu'on pourrait appeler un paradoxe de la crédulité informationnelle. Plus il y a d'informations disponibles, plus la probabilité de chance que j'en trouve une qui va dans le sens de mes croyances est importante. Et ce qu'a donc démultiplié cette dérégulation du marché de l'information, c'est le vieux recours qui caractérise l'humanité à ce qu'on appelle le biais de confirmation. Nous allons chercher des informations qui vont dans le sens de nos attentes. C'est pas Internet qui a inventé ça, mais c'est Internet qui a permis d'amplifier la chose parce qu'il a rendu, et c'est un bien public, l'information plus disponible. Encore une fois, n'entendez pas dans ce que je dis la volonté ou le désir de revenir à un avant où l'information serait beaucoup plus régulée. C'est pas ça le problème, mais ça nous conduit, en tout cas, face à de nouveaux défis sociétaux qu'il faut savoir penser. La deuxième raison, c'est que, et c'est un bien aussi, paradoxalement, c'est que chacun peut aujourd'hui intervenir sur ce marché de l'information sous la forme d'un post sur les réseaux sociaux, LinkedIn, que sais-je, Facebook, TikTok, sous la forme d'un commentaire à propos d'un film, à propos d'un article de presse, ou même une étoile, 2 étoiles ou 3 étoiles que vous avez laissées à propos d'un restaurant ou du service dans un restaurant, c'est de l'information. Et nous produisons tous de l'information, ce que nous ne pouvions pas faire vraiment avant. Auparavant, la théorie de la communication dit que c'était les gatekeepers, les gardiens du seuil,
qui autorisaient ou pas. Qui étaient-ils? Les journalistes, les universitaires, les présidents d'associations, les patrons, etc., les politiques, bien sûr, mais pas tout le monde. Et donc, puisqu'aujourd'hui tout le monde peut un peu participer, et c'est un bien à ce débat public, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que tout le monde participe de la même façon? Or, cette démocratisation de la prise de parole, c'en est une drôle de démocratie, parce que certains votent 1000 fois, tandis que d'autres ne votent jamais. Et c'est ce que les sciences, ça c'est un des aspects les plus fondamentaux que nous avons découvert, ce qu'on appelle les sciences sociales computationnelles, qui s'intéressent aux traces numériques laissées. Ce que ces sciences montrent, c'est l'apparition massive des super spreaders, c'est-à-dire des super diffuseurs d'informations. 1% des comptes sur les réseaux sociaux produisent à peu près 33% de l'information disponible. Et ces super spreaders, pardon de vous le dire, parce que nous les avons étudiés aussi, c'est pas forcément des prix Nobel de physique ou de médecine. C'est pas forcément des gens non plus stupides, hein. N'entendez aucun mépris dans ce que je viens de dire. Mais par contre, ce sont des gens qui sont tout simplement plus motivés que les autres à parler. Et leur motivation est en fait corrélée à leur radicalité. Bref, ce sont les plus radicaux d'entre nos concitoyens, ce qui ne veut pas dire qu'ils ont tort, hein. Être radical, c'est pas avoir toujours tort, c'est pas non plus toujours avoir raison. Et parmi eux, oui, on va retrouver, c'est un grand paquet évidemment, mais donc je les compare pas les uns les autres, mais on va retrouver, parce que c'est très documenté, beaucoup de papiers là-dessus, les anti-vaccins, les conspirationnistes par exemple, et les radicalités politiques ou religieuses, ou les platistes, ceux qui croient que la Terre est plate, vous savez, et dont paraît-il à des présidents de l'association de la Terre plate, parce qu'ils se réunissent en congrès, sont plus nombreux que nous. Et la légende dit qu'à la suite d'un congrès, le président avait tweeté « Nous avons des membres tout autour du globe ». Et donc, oui, comme quoi l'objet croyant, c'est un objet complexe à étudier. Et donc, ces super spreaders ont un impact sur notre jugement, et ça va nous amener à la question, d'ailleurs fondamentale aussi, des sondages, et surtout de l'échantillonnage, de la question de quel échantillon on prend pour se faire une idée du réel. Parce que vous vous rendez bien compte que nous sommes incarcérés dans un corps, et ce que nous pouvons savoir du réel tient à peine dans le creux d'une main par rapport à l'immensité de ce réel. Comment on puisse savoir, par exemple, combien il y a d'ouvriers dans la société dans laquelle je vis, ou de commerçants, etc., ou de catholiques, ou bon. Et je ne peux pas le savoir autrement qu'en échantillonnant le réel. Et malheureusement, si je puis dire, notre espèce, nous le faisons sans cesse. Et nous sommes capables de le faire à partir de 8 mois. Donc un tout petit bébé, de toute façon des collègues de psychologie du développement qui ont montré que nous avions des calculs qu'on appelle bayésiens, c'est-à-dire de probabilité conditionnelle, c'est avoir des inférences générales sur la base d'un échantillon. Ça nous est extrêmement utile. Oui, mais si cet échantillon est empoisonné. Et c'est exactement ce que produisent les super spreaders. En s'agitant beaucoup, en affichant leurs argumentaires, qui peuvent être convaincants, même quand ils sont faux, eh bien, en fait, ils perturbent ce qu'on appelle notre calibrage social. C'est-à-dire notre capacité à nous faire une idée du réel en fonction de l'échantillon qui est visible. Car ils donnent à leur point de vue une visibilité qui n'est pas représentative. Et ça crée une grande confusion dans tous nos cerveaux, quelles que soient nos sensibilités personnelles. Évidemment, on est beaucoup mieux protégé quand on ne croit pas du tout. Si on est par exemple de droite et qu'on est confronté à une fausse information de gauche ou l'inverse, évidemment, notre système immunitaire intellectuel va mieux s'activer. Donc ça, c'est une des raisons. L'autre raison, je ne vais pas pouvoir les faire toutes, et je les balaye rapidement. L'autre raison, évidemment, c'est l'algorithmisation de l'information. C'est une forme d'éditorialisation sur les réseaux sociaux. Ce que vous voyez, c'est un ordre d'apparition de l'information. Alors souvent, ces informations, elles peuvent être issues d'ailleurs de la presse conventionnelle. Hein. Ça peut être des articles du Monde, etc. Oui, mais c'est pas éditorialisé comme dans le monde papier. Dans le monde papier, les journalistes choisissent qu'est-ce qui va faire la première page, les gros titres, etc. Or là, vous pouvez avoir des articles qui vont être éditorialisés principalement, disons, en fonction de ce qu'on appelle l'économie de l'attention. Puisque l'information est aujourd'hui abondante, plus qu'abondante, elle est écrasante. Ce qui devient rare, c'est le temps de cerveau disponible que nous avons à consacrer à cette information. Il y a donc une lutte à mort pour ceux qui font de la diffusion de l'information pour attirer notre attention. Et ce que je montre, dans un autre livre qui s'appelle Apocalypse cognitive,
c'est que nous rentrons dans le régime des passions tristes, c'est-à-dire des informations qui, dans la cacophonie, ont un avantage concurrentiel pour hameçonner notre attention. Alors, je ne vais pas vous faire toutes ces passions tristes, mais une qui est très documentée, c'est par exemple la conflictualité. Il y a dans notre cerveau une appétence pour la conflictualité, probablement pour des raisons évolutionnaires, mais comme on aura un temps d'échange de questions, ça vous intéresse, je vous dirai ce que dit vaguement la science, qui est un peu conjecturale sur ce sujet. En tout cas, une information conflictuelle, par exemple, un homme politique, hier, s'est fait entarter. Il y a une vidéo. C'est une sucrerie mentale. Nous avons beaucoup de mal à résister, à regarder la vidéo, quand bien même nous savons qu'il n'y a aucune information politique dans cette vidéo. Nous avons envie de voir. Bon, et c'est normal, il n'y a pas de honte à cela. La honte, c'est plutôt les réseaux sociaux qui nous enferment dans nos obsessions intellectuelles. Par exemple, lorsque le président de la République m'avait demandé de présider une commission sur ces questions, nous avions interrogé Frances Haugen, qui est une donneuse d'alerte de Facebook, qui a quitté Facebook et qui a alerté, il n'y a pas que Facebook, loin s'en faut, mais bon, ça c'est l'exemple que je vous donne, qui avait alerté, par exemple, du fait que Facebook donnait 5 fois plus de visibilité à un post qui était assorti de l'émoticône colère plutôt qu'un post qui était assorti de l'émoticône like. Et c'est comme ça qu'on éditorialise aussi un certain nombre de passions tristes et que tout à coup, les choses deviennent plus visibles, créer de la polarisation, parce que ça va nous indigner, évidemment. Nous allons rester plus longtemps sur les plateformes, parce que n'oubliez pas que le but de ces plateformes, enfin, j'aurais dit ça il y a quelques années, aujourd'hui ça c'est encore compliqué, et le but de ces plateformes, c'était surtout de faire de l'argent. Et donc, plus vous restez longtemps sur ces plateformes, plus elles peuvent convertir votre disponibilité mentale en capital économique. C'est ça, l'économie de l'attention. Et pour rajouter un dernier terme qui est très identifié par la littérature, c'est que parmi toutes les variables, les paramètres qui prédisent le fait de diffuser de la fausse information ou de la partager, d'y croire, il y a plein de paramètres, évidemment, qui sont le niveau d'études, compte, la sensibilité politique. On va partager beaucoup plus de fausses informations sur les extrêmes, surtout l'extrême droite, mais quand même aussi un peu l'extrême gauche, c'est ce qu'on appelle des courbes en J. Donc ça, c'est très documenté, c'est vrai, dans tous les pays. Mais le paramètre qui prédit le plus, ce ne sont pas ces paramètres-là, c'est ce qu'on appelle la lazy thinking, c'est-à-dire la pensée paresseuse. Nous avons tous en nous un penseur paresseux qui va aller plutôt dans le sens des informations qui lui conviennent ou qui va adopter des propositions qui paraissent vraisemblables mais qui ne sont pas forcément vraies. Vous savez, si vous êtes un peu un lecteur de Herbert Simon, qui a d'ailleurs beaucoup participé au développement théorique de l'intelligence artificielle, vous savez que souvent, le cerveau va vers le satisfaisant plutôt que l'optimal. Parce que l'optimal, c'est plus coûteux énergétiquement. Et d'ailleurs, les activités analytiques, elles sont logées dans le cerveau, dans le cortex préfrontal, qui est la partie de notre cerveau qui est la plus consommatrice de glucose. Sachant que le cerveau, c'est l'organe qui consomme le plus de glucose. Il consomme 20% du glucose du corps, alors qu'il est loin d'avoir 20% de notre masse. Il consomme 80% de notre oxygène. C'est donc un organe, une partie de notre corps, et c'est l'organe le plus énergivore. Et donc, être toujours en phase analytique, c'est pas possible. L'humanité aurait déjà disparu. Et c'est aussi un défi auquel nous confronte cette dérégulation du marché de l'information, parce que nous avons sans cesse des tentations d'activer le paresseux, si je puis dire, intellectuel en nous, ce que certains appellent aussi l'avare cognitif, parce qu'il s'agit de dépenser le moins d'énergie possible. Or, beaucoup de fausses informations, la plupart des fausses informations restent parfois vraisemblables, mais elles ne sont pas forcément vraies, et elles jouent beaucoup sur, disons, les pentes les plus naturelles, spontanées et intuitives de notre cerveau. D'où la nécessité, de mon point de vue, et nous essayons d'en faire la promotion à travers une université populaire qui se loge en Sorbonne le soir, donc pour permettre aux salariés de pouvoir y assister. Et nous sommes bénévoles dans cette affaire, on le fait en dehors de notre service de cours. Une université populaire du développement de l'esprit critique et de la rationalité. Parce que ça s'exerce. Et voici le dernier élément, et je vais m'arrêter là, que je voudrais mentionner, c'est qu'évidemment tout ça est compliqué par le fait qu'aujourd'hui les super spreaders dont je vous ai parlé sont majoritairement même plus des agents naturels, mais des agents artificiels. Plus de 50% d'informations que vous trouvez aujourd'hui dans les mondes numériques sont produites par des intelligences artificielles. Par exemple, c'est un article que j'ai lu hier, donc il est très frais dans ma mémoire, j'ai vu que X proposait de faire du fact-checking en convoquant des communautés.
Eh bien, aujourd'hui, dans ces communautés, il y a plus de 50% qui évaluent la vérité d'information, qui sont des intelligences artificielles. Donc, les intelligences artificielles, d'ailleurs, elles peuvent produire des choses évidemment tout à fait passionnantes, mais elles peuvent aussi troubler notre rapport au réel, n'est-ce pas? Et donc, produire des vidéos qui sont troublantes, des images qui sont troublantes. Et nous savons bien qu'aujourd'hui, il n'y a plus une campagne électorale qui se fait sans le recrutement d'intelligence artificielle. C'est pourquoi, et par rapport à la question du calibrage, pour parler du sujet qui nous réunit aujourd'hui, quelle question, quels sont les thermomètres qu'on peut utiliser? Il me paraît évident que les études quantitatives, dont font partie les sondages, sont des thermomètres absolument essentiels pour entretenir un rapport rationnel au réel. Bien sûr, sans mésinterpréter ce qu'ils sont. C'est-à-dire qu'une simple photographie qui peut être fidèle si, notamment, justement, l'échantillonnage, qui est un élément tout à fait fondamental dans la pratique des sondages, est bien fait, en l'occurrence. Parce que vous voyez que dans certains pays, on essaie de casser les thermomètres qui nous permettent d'accéder au réel. L'exemple évidemment tarte à la crème, mais comment ne pas parler un peu de lui? Donald Trump, par exemple, vous l'avez vu, a souhaité interrompre l'activité satellitaire pour nous renseigner sur le réchauffement climatique. Ça n'a rien changé au réchauffement climatique, par contre ça va nous aveugler. Il a même chassé sa chef des études statistiques du travail parce qu'elle avait rendu un rapport qui n'allait pas dans le sens de ses intérêts, de sa représentation du monde. Et j'ai lu, je pense que c'est vrai, que Gallup, un des grands instituts de sondage américains, je crois même le premier du monde, si ma mémoire historique est bonne, mais vous me démentirez peut-être, eh bien, a décidé préventivement d'interrompre les sondages de popularité concernant Donald Trump, parce que devinez quoi, ils sont pas si bons que ça ces derniers temps. Je vous remercie. Je vais d'abord bonjour et merci de me recevoir. J'ai dû faire une partie de mes études à la Sorbonne, mais ça n'était pas dans ce lieu-là. C'était au quartier latin. Et là, c'est bien maternité, université, mais compte tenu de l'évolution démographique, dans un certain donné, ce sera une maison de retraite. Donc le lieu va encore vivre. Mais avant ça, on va voir un peu parler des sondages. Juste un petit mot sur George Gallup. Vous avez évoqué la décision de cette entreprise de ne plus produire ce qu'ils ont fait pendant une petite centaine d'années, une enquête mensuelle sur la popularité ou sur du président des États-Unis. C'est vrai que c'est une nouvelle qui a un peu surpris. Alors je voudrais quand même vous rassurer, il existe beaucoup d'autres sociétés, à commencer par Ipsos, qui continuent à produire de façon très régulière des sondages sur la popularité du président des États-Unis. La question sur les États-Unis, c'est une question qu'on peut se poser sur n'importe quel pays. Est-ce que c'est encore une démocratie ou pas? Donc il y a des sondages qui sont publiés, on va dire que c'est un bon indicateur que ça reste un pays démocratique. George Gallup, c'est un homme important dans l'histoire de notre métier. C'était un sociologue, il est professeur à Princeton, et c'est lui qui, en effet, a développé, disons, l'utilisation d'une méthode statistique pour créer des échantillons, reflétant, disons, la réalité du comportement électoral. Son heure de gloire, c'était à la fin de 1935, à l'issue du premier mandat de Roosevelt. Vous savez, Roosevelt s'est fait élire sur l'idée du New Deal, donc une nouvelle politique économique qui pouvait permettre de sortir de la crise profonde dans laquelle étaient plongés les États-Unis et beaucoup d'autres pays à la suite de la crise financière de 1929. Le New Deal n'a pas spécialement très bien marché. Bon, si vous vous intéressez à l'histoire de l'économie des États-Unis, la période entre 1932 et 1935 n'a pas été une grande période de développement de l'économie américaine. Et donc, la question s'est posée du renouvellement, de la possibilité pour Roosevelt de se faire réélire, donc en 1935, pour
un mandat qui commençait en 1936. Et la plupart des commentateurs pensaient qu'il ne serait pas réélu et que le président des États-Unis s'appellerait Dewey, dont était un républicain qui s'est présenté contre Roosevelt. Et d'ailleurs, il y avait un grand journal américain de Chicago, le Chicago Tribune, qui a fait appel à ses lecteurs et publié une page en disant, ben voilà, vous allez nous dire pour qui vous avez voté, qui vous avez l'intention d'aller voter. Il y avait plus d'1 million de répondants, 1 million de répondants, et selon la victoire de Dewey était confirmée par à peu près 60% des répondants. Et George Gallup, lui, il a continué à faire cette petite musique en interrogeant à partir d'échantillons, en effet, plus représentatifs de la population américaine, en tout cas plus représentatifs des gens qui allaient voter aux États-Unis pour cette élection présidentielle. Et il a maintenu l'idée que non, Roosevelt serait réélu. Et donc, quand Roosevelt a été réélu, en effet, ça a été évidemment la démonstration que, à partir du moment où on disposait d'un beau sondage avec de bonnes questions, on pouvait avoir une anticipation, disons, de la réalité électorale meilleure qu'en interrogeant ou en tenant des millions de gens. On n'a pas encore inventé une meilleure méthode pour savoir ce que pensent les gens et s'ils ont l'intention de le faire, que de combiner un bon questionnaire avec un bon échantillon. J'insiste sur le bon questionnaire parce que un bon échantillon, c'est quelque chose qui est de l'ordre scientifique. C'est faire des bons échantillons, enfin, normalement. Un bon questionnaire, c'est une science, c'est pousser un art. C'est comment est-ce qu'on pose les questions que les gens comprennent, de façon relativement homogène, parce que si vous posez une question et qui n'est pas comprise de la même façon selon différents groupes sociaux, bien, vous pouvez avoir des réponses qui soient très hétérogènes. Donc, la question de l'échantillon et la question de la question sont évidemment déterminantes pour déterminer la qualité, la prévisibilité, la prédictibilité, en tout cas le caractère explicatif des sondages. Je voudrais juste dire que il y a encore des sondages aux États-Unis. Je voudrais juste dire que ces sondages ne sont pas si mauvais pour le président des États-Unis qu'on pourrait le croire. Pourquoi ? Parce que même si sa cote de popularité a faibli, ou son adhésion, son élection a diminué, elle a diminué pour des raisons qui ne sont pas liées directement, en tout cas, à l'action internationale du président des États-Unis, mais aux conséquences, éventuellement, que cette action peut avoir sur le prix de l'essence, par exemple. Mais ça veut dire aussi qu'aujourd'hui, la majorité des personnes qui ont voté pour Donald Trump continuent à le soutenir. Donc, on est dans une situation dans laquelle il n'a pas encore érodé, malgré tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a montré. Il n'a pas érodé la confiance de la majorité de son électorat. Il lui a donné sa légitimité telle qu'il l'a eue au cours de cette deuxième élection. Ce qu'il faut bien comprendre pour ce qui concerne Donald Trump, c'est qu'il n'a pas été élu par, disons, plus de gens que ceux qui avaient voté pour lui précédemment, mais c'est simplement la candidate démocrate qui a perdu en chemin entre 5 et 6 millions de votants, donc ils avaient voté pour Joe Biden et qui n'ont pas voté pour Kamala Harris. Bien, bref, donc tout ça pour dire que il n'existe pas de démocratie sans sondage, mais il n'existe pas en effet de sondage sans démocratie. Donc si vous faites la liste des pays dans lesquels Ipsos travaille et fait des enquêtes, il y a les États-Unis, le Brésil, il y a beaucoup d'autres pays, la France, l'Angleterre, l'Italie, etc. Vous n'y trouvez pas la Corée du Nord, évidemment. Vous n'y trouvez pas non plus, et c'est plus récent, la Russie. Et en ce qui concerne la Chine, comme il n'y a pas d'élection, la question des sondages électoraux est réglée.
Donc il n'y a pas non plus de sondage, en tout cas électoraux. Par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les régimes, disons, illibéraux, enfin, les régimes, disons, autoritaires, sont des régimes qui consomment beaucoup de sondages. Parce que si vous êtes le président de la Fédération de Russie, vous avez besoin de savoir ce que les Russes pensent de ce que vous faites. Simplement, ces sondages, ils sont les restes privés. Ce qui veut dire aussi, d'ailleurs, que, en ce qui concerne la démocratie et les sondages, ce qui est important, c'est pas simplement de faire des sondages, mais que ces sondages soient publics. Et c'est ça qui leur donne valeur, disons, de témoignage de la démocratie. Il y a eu en France, à partir de 1977, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y avait une loi qui a été votée par le gouvernement de mon ancien professeur d'économie, de Raymond Barre. Il y avait une loi qui prévoyait de, en plus, publier des sondages dans les 15 jours qui précédaient les élections. Alors c'était une loi scélérate pour la raison suivante, c'est qu'on ne pouvait pas interdire la production de sondages. Et donc, du coup, ça créait une inégalité des citoyens. Parce que les citoyens riches pouvaient acheter des résultats de sondage alors que vous avoir accès aux résultats de sondage alors que vous et moi, nous ne pouvions pas, enfin moi je pouvais pour les raisons professionnelles, mais je ne pouvais pas avoir accès au sondage. Donc il y a une inégalité de traitement de formation. Et et puis, évidemment, au fur et à mesure, se sont développés les réseaux sociaux, l'interdiction de publication a été comportée par la publication de sondages des produits, sur des réseaux sociaux qui étaient, localisés en dehors du territoire français. Donc, je pense, en effet, là, tout ce qui contribue à donner aux citoyens, à donner aussi évidemment aux responsables économiques, politiques, etc., mais d'abord aux citoyens, de donner un reflet exact de la réalité de l'opinion sur un certain nombre de sujets, c'est un élément tout à fait essentiel de la démocratie. Et je veux juste confirmer soutenir dans ce que vous dites. Le problème, évidemment, des plateformes, c'est qu'elles fonctionnent sur des algorithmes. Ces algorithmes, en réalité, vous exposent à ce à quoi vous voulez être exposé, à ce, en tout cas, on pense que vous voulez être exposé, et donc ce sont des systèmes d'auto-confirmation de vos propres convictions, et c'est vraiment ce qui nourrit le fait que, par exemple, dans une enquête réalisée par Ipsos, c'est pas très longtemps, quand on demande aux gens sur des sujets, est-ce qu'ils font plus confiance aux experts de ce sujet ou est-ce qu'ils font plus confiance à leur propre jugement, plus de la moitié des citoyens font confiance à leur jugement plutôt qu'à l'expertise. Donc il y a une crise de l'expertise, c'est nourri par des réseaux sociaux et évidemment ceci crée un danger important pour le fonctionnement de la démocratie. Donc, on ne fait pas des sondages pour défendre la démocratie, on fait des sondages parce que c'est notre métier, parce que nous sommes payés pour le faire, mais en même temps, on est content et fier d'appartenir disons, à l'appareil ou à l'appareillage qui œuvrait, qui pourrait, j'espère, qui permettra de défendre la démocratie et de faire en sorte que tout ce mouvement très puissant d'illibéralité, enfin ce mouvement qui consiste à ne plus faire fonctionner les sociétés sur un mode démocratique, de ce mouvement-là soit freiné, mis en question et éventuellement contrebattu avec efficacité. Ouais, voilà. Bon, voilà. Bataille du réel, c'est le thème, voilà, du jour, donc on est en mode combat et on est à Paris 1, donc j'ai pas résisté à la tentation de citer, voilà, pour un sociologue, la sociologie d'un sport, le combat. Bon, on a compris, voilà, un certain nombre de
de causes, de manifestations, quelques conséquences également. Moi, je voudrais peut-être être sur un mode un petit peu plus, peut-être, sinon constructif ou moins optimiste, sur comment on fait. Voilà. Le comment on fait pour donner tous collectivement, l'universitaire, chercheurs, étudiants, sociologues, voilà, professionnels des études, pour conduire, voilà, cette bataille du réel. Il y a un mot qui me semble moins important, peut-être, on contredirait qu'on n'a pas encore entendu. Il est celui de la confiance. Et évidemment, avec son corollaire tellement commenté, de la défiance, de la méfiance, etc. Donc, est-ce que vous auriez chacun un exemple, un ou deux, parce qu'on a pas mal de questions à voir, d'études, voilà, d'études produites, aussi par Ipsos, ou pas forcément, voilà, qui vous ont donné à l'un ou à l'autre vraiment le sentiment, la conviction, la certitude d'une appréhension juste du réel, et qui ont, voilà, éclairé une situation de manière à la faire avancer, ou permis d'inspirer vraiment une décision en conscience. Alors, je ne sais pas qui veut commencer. Gérald Almitro. Bon, ok, je vais commencer. Il a été dit tout à l'heure, d'ailleurs, que je me suis beaucoup servi d'un certain nombre de travaux d'Ipsos, c'est vrai, dans mon dernier livre, L'assaut du réel. Donc, je prendrai cet exemple, c'est le plus simple pour moi. Pour les chercheurs, nous produisons nous-mêmes des études quantitatives. En ce moment, on travaille par exemple avec Karine Lacon, que vous connaissez peut-être dans un projet européen. Et je dirais que ce qui nous est très utile à nous, chercheurs, c'est bien sûr la question du sondage, c'est-à-dire d'avoir une photographie de l'opinion sur telle ou telle question. Soit nous les produisons nous-mêmes, mais ça nous coûte cher, soit bien un peu comme des parasites, nous récupérons des données et nous les traitons, et parfois avec des collaborations d'ailleurs. Nous pouvons récupérer des données. Nous l'avons fait notamment avec Conspiracy Watch, par exemple, qui faisait un baromètre sur la question des théories du complot, etc. Donc, il peut y avoir des collaborations. Nous insérons des questions, ce qui nous permet d'affiner notre point de vue sur le réel, mais nous aidons aussi à la formulation des questions, parce que comme il a été bien dit, c'est très connu évidemment, c'est ce qu'on fait quand on étudie la sociologie en méthodologie, on voit qu'il y a des questions qui sont vraiment inductives, et puis aussi il y a la question des tests qui sont standardisés au niveau international, et par exemple avec des mesures, l'alpha Mar qui me permet de voir la cohérence interne d'un test. Donc ça, ce sont des choses qui paraissent très invisibles disons au grand public, et non, c'est normal, c'est des éléments de technicité, mais qui sont très importants pour tester la fiabilité en fait des données. Donc moi, ce qui me paraît très important en tant que chercheur, c'est que Ipsos, entre autres, est capable de produire par exemple des outils de comparaison internationale. Ce que nous peut faire. C'est vrai, ça devient vraiment très coûteux. Ce que nous sommes en train de faire, justement, avec un projet européen. Le projet européen, c'est des sources de financement avec des centaines de milliers d'euros, mais sinon, c'est hors de portée de notre bourse de faire ce genre de choses. Et je me suis beaucoup servi, vraiment, d'un rapport passionnant sur 50 pays d'Ipsos, de comparaison de représentation, par exemple, sur le futur. Est-ce que les gens se disent, est-ce que le présent mieux vaut s'occuper du présent que du futur, par exemple. Et on découvre, grâce à cette enquête, que c'est vrai en moyenne dans 62% des pays, y compris avec des sensibilités culturelles différentes. Ce qui nous permet, dans la comparaison internationale, de voir les spécificités culturelles des pays. C'est pas le sociologue que je suis qui va nier ces spécificités culturelles, mais qu'au-delà de ces spécificités, il y a quelquefois des tectonies mondiales sur les valeurs qui sont en train de, par exemple, la représentation de l'enfant, des choses comme ça. Quelles sont les valeurs fondamentales qu'on prête à un enfant? Est-ce que c'est le respect de l'autorité, l'imagination, l'indépendance, le fait de ne pas être égoïste? Par exemple, le fait de ne pas être égoïste, c'est une valeur pour un enfant qui s'est effondré dans la plupart des pays occidentaux, et d'autres, le plus grand pic, c'est par exemple en Corée du Sud. C'est aussi là où on fait le moins d'enfants. Je ne sais pas si elle mandrera fort, mais il faudrait creuser cette affaire. Alors ça, la comparaison internationale, et autre chose qui nous est très précieux pour avoir un rapport au réel rationnel, et qu'on n'a pas souvent les moyens de faire, c'est les études longitudinales. Il n'y a pas de comparaison internationale cette fois, mais une comparaison dans le temps sur les mêmes questions. Et ça nous permet vraiment d'avoir des outils qui sont irremplaçables pour les interrogations scientifiques, et le fait d'avoir une représentation, disons,
plus rationnelle du réel. Didier, un ou deux exemples d'études de l'interleon marquantes. Bon, alors, je voudrais d'abord dire quelque chose, c'est que les activités qu'Ipsos, comme celles d'ailleurs de nos confrères, sont totalement liées évidemment à l'argent dont on dispose. Enfin, je veux dire, c'est vrai pour les universités, mais c'est vrai aussi pour une société privée, donc, parce que si on veut à travailler, ça coûte de l'argent. Je pense pas les bons échantillons, ça coûte de l'argent pour payer des collaborateurs qui sont compétents et qui savent, qui ont fait un questionnaire, savent regarder une réponse, etc. Donc il y a, et c'est évidemment tout à fait essentiel pour nous, la nécessité, et c'est ce que d'ailleurs on va faire en France encore cette année pour l'échéance présidentielle, de recueillir suffisamment d'argent en provenance de sources différentes pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. On ne peut pas faire autrement que comme ça. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que, évidemment, les enquêtes, ça peut avoir un élément de prédictibilité. Brice Atelier qui est là, j'espère qu'il ne va pas m'expliquer que les sondages, c'est juste des photographies, c'est un peu plus que ça. On compte là-dessus pour avoir une certaine idée de ce que sera l'élection présidentielle dans quelques mois. Mais ça a aussi l'avantage de pouvoir comparer, par exemple, ce que pensent les gens avec la réalité. Moi, j'aime pas beaucoup utiliser le mot vérité, parce que c'est un mot qui est chargé d'affect religieux. Par contre, la réalité, je pense que tout le monde peut comprendre ce que c'est la réalité. Et donc, on fait depuis plus de 10 ans une étude qui s'appelle les Areas of Perception. Bon, c'est une étude dans laquelle on pose aux gens un certain nombre de questions de croyances. Ils s'y croient. Par exemple, combien y a-t-il c'est quoi la proportion des immigrés en France? Là, la majorité des gens, ils vont dire c'est 30%. 30% en plus. La réalité, c'est que c'est un peu moins de 4%. Donc, il y a des choses qui pour moi, très intéressantes, y compris, d'ailleurs, on va au-delà de réactions publiques, il y a des décalages extrêmement importants entre ce que les gens croient avec, disons, vraiment, c'est très simple pour amuser la galerie, donc ce qu'ils croient vraiment, et la réalité. Et on voit bien comment beaucoup de courants de pensée, beaucoup de courants politiques s'appuient sur un écart important entre ce que les gens pensent et la réalité. Mais ça va dans un sens, mais c'est pas vraiment l'autre. Par exemple, il y a une chose assez amusante, c'est si vous interrogez les salariés sur combien gagnent leurs patrons. Donc vous interrogez les salariés Ipsos et vous demandez combien gagne Alexandre Gain. Après, ils pensent, Alexandre Gain gagne moins d'argent qu'il n'en gagne en réalité. C'est donc les écarts de salaire qui sont devenus absolument gigantesques. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est pas un bon chiffre. Les standards, il y a aussi des données polémiques qui peuvent servir à comprendre le monde entier. Si vous prenez les dirigeants des sociétés américaines de S&P 500, ils font bien, ils gagnaient en moyenne en 1980 par rapport au salaire médian des salariés des entreprises qui dirigeaient, il y avait un écart de 1 à 30. Mais aujourd'hui, il y en a 4. C'était mieux cela. Aujourd'hui, l'écart est de 1 à 150. Donc, effectivement, ces DIT se sont légèrement développées dans les entreprises, mais pour de bonnes ou de mauvaises raisons, c'est pas le point. Le point, simplement, c'est que si vous interrogez les gens, ils vont toujours dire 1 à 20, 1 à 30. Ils n'imaginent pas. Ils perçoivent des inégalités, mais ils n'imaginent pas l'extraordinaire progression des inégalités dans le monde du travail. Donc, c'est vrai que l'anticipation, l'hypothèse de base des démocraties, c'est le partage du savoir. C'est-à-dire que tous les citoyens sont en mesure de savoir un certain nombre de choses, de faire un certain nombre de faits,
et non de gouverner, disons, décider en bonne intelligence. Malheureusement, ce n'est pas comme ça que le monde fonctionne aujourd'hui, et donc je suis néanmoins content et fier d'avoir créé une société qui contribue à, non pas à supprimer, mais à essayer de limiter l'écart entre ce que les gens pensent et la réalité. On a parlé voilà, d'un certain nombre d'obstacles qui nous permettent d'appréhender le réel voilà, tel qu'il est. On dit effectivement tout tourne autour de la dérégulation de l'information avec le caractère exponentiel de la production, les dues dans lesquelles on s'enferme ou on se laisse. D'ailleurs, voilà, on permet du moins le plaisir. Le grand abus, c'est pour les réalités. Il y a aussi, voilà, des vrais processus de désinformation. Il y a quelque chose sur lequel j'aimerais nous entendre l'un et l'autre. Au-delà de ce système de l'information, il y a aussi une crise de l'expertise liée quand même au sentiment vrai ou faux, le remplissage, c'est comme ça, les gens le vivent, que les élites d'une certaine manière ont failli. Jouissent de résultats politiques, ils ne sont pas capables d'empêcher les grandes crises, qu'elles soient sécuritaires, les attentats, les crises sanitaires, les crises économiques, les crises écologiques que l'on s'apprête à vivre. Et du coup, est rentré en France, pas uniquement, les citoyens, nous sommes, ont globalement peur, et donc effectivement se replient sur ce à quoi ils croient, se replient sur leur expérience, se replient sur le local, et finalement, entre eux, on va dire, c'est cette exposition, cette production d'informations à laquelle ils sont exposés d'un côté, et la faillite, voilà, le cas tel qu'elle est perçue des élites par les citoyens. Comment, de votre point de vue, ces deux phénomènes, finalement, se combinent et est-ce qu'ils se combattent avec les mêmes armes? Là, on est sur une question, disons, sociétale, quoi, et même civilisationnelle, parce que quand on y réfléchit un instant, il suffit de relire le grand Alexis de Tocqueville pour ça. On savait déjà en son temps, donc au 19e siècle, disait-il, où il n'y a pas un philosophe assez grand et assez savant pour connaître l'intégralité de la philosophie. Dans des siècles précédents, on pouvait imaginer peut-être, et génie comme Pascal, par exemple, était à la fois philosophe, physicien, et on pouvait peut-être embrasser l'intégralité de la connaissance. Mais à mesure que la connaissance progresse, c'est un bien, la part de ce que chacun maîtrise par rapport à ce que l'on sait en général, elle va sans cesse diminuant. Ça aussi, c'est un paradoxe. Plus nous rentrons dans les sociétés de cumulation de la connaissance, moins ce que nous possédons en tant qu'individus devient important par rapport à ce que l'on sait. Et ça crée mécaniquement un sentiment de dépossession intellectuelle par rapport à son environnement. On est forcément inquiet si on a un problème avec son téléphone portable, on ne peut pas intervenir directement, ou sur sa télévision, ou sur sa voiture, comme peut-être nos ascendants pouvaient le faire plus facilement. Mais de la même façon, ce qu'on appelle la mondialisation nous paraît, légitimement ou non, avoir éloigné aussi l'endroit de la décision politique. C'est un autre sentiment de dépossession. Sentiment de dépossession technologique, sentiment de dépossession de la décision, sentiment de dépossession de l'intelligibilité. Et c'est vrai qu'on peut voir aussi, par exemple, un certain succès du conspirationnisme contemporain comme une solution intellectuelle à ce sentiment de perte de maîtrise. Parce que un des services que rend les théories du complot, c'est donner l'impression de rendre le monde de nouveau intelligible. Avec des méchants, des gentils, etc. C'est une question, c'est une possibilité de s'affranchir de la complexité du monde. Moi, je crois pas qu'on trouvera, je sais pas, pour le paternalisme cognitif, etc. Donc, je pense pas qu'on trouvera de solution acceptable à cette complexification objective du monde, une autre solution qu'en misant sur l'intelligence de chacun d'entre nous. Je vous ai dit que nous sommes porteurs d'un avare cognitif, y compris moi qui vous parle, d'un penseur paresseux, un lazy thinker. Mais nous sommes aussi tous porteurs d'un penseur rationnel. Et ça aussi, c'est la psychologie du développement qui le montre. Très tôt, les enfants sont capables de distinguer une personne de confiance et une personne en qui elle ne doit pas avoir confiance parce qu'elle lui a menti un certain nombre de fois.
C'est comme ça que se font les ajustements des normes morales d'ailleurs. Hein. Il y a de très beaux travaux de Tomasello sur cette question. Donc je pense que nous n'avons pas d'autre choix aujourd'hui, mais ça veut dire une révolution pédagogique au niveau de l'éducation nationale. Ça veut dire aussi que les entreprises doivent assumer leur rôle social par la formation continue. En d'autres termes, d'exciter en chacun d'entre nous ce qui est déjà présent, c'est le penseur analytique. Parce que ce qui est en train de se jouer sur la bataille publique, sur la scène contemporaine, c'est en fait un affrontement aussi intra-individuel entre le penseur paresseux et le penseur analytique. Voilà. Et cette concurrence va trouver un aboutissement positif ou négatif selon l'environnement politique, numérique, informationnel qu'on va trouver. Donc je pense que ça peut paraître un peu inquiétant ce que je viens de dire, mais c'est quand même un message d'espoir. Tant qu'il y a de l'humain, il y a de l'espoir. Chez Faro, ça passera au-delà de mon rôle. Moi, je suis pas extrêmement optimiste à ce stade. Je suis pas très optimiste parce que on est dans une course au terme de laquelle nécessairement il y aura des affrontements importants entre les Américains, les Chinois, je sais pas, des Européens joueront là-dedans. Mais on y va parce que tout simplement chacun pense aujourd'hui qu'il a la possibilité de gagner il aime dans le temps court, dans le temps long, enfin etc. Mais je trouve, en tout cas, c'est personnellement, je trouve que le monde dans lequel on est, il est de plus en plus conflictuel, de plus en plus inégalitaire aussi, après avoir une période dans laquelle, disons, les inégalités, en tout cas entre les gens dans le pays, c'était un peu stérébite. Et donc je suis pas très bien là. Maintenant, c'est encore un rapport, en tout cas aux techniques que nous utilisons, que nous développons. Il est sûr que nous essaierons, autant que faire se peut, non seulement à travers les enquêtes, mais à travers les observations qu'on peut faire sur les réseaux sociaux, à travers l'ensemble des outils qu'on utilise pour, disons, connaître le comportement des gens chez eux, etc. On peut, disons, avoir une meilleure appréhension de la situation telle qu'elle est. Maintenant, après, entre comprendre le monde tel qu'il est et comprendre ce que les gens ont dans la tête, ce que les gens croient, ce que les gens ont envie de croire, et la possibilité de rendre la société plus intelligible et donc plus acceptable, je pense qu'il y a un pari à faire. De toute façon, on n'a pas le choix. Mais ça ne va pas se passer, disons, ça va se passer simplement. Je crois que on va le voir. D'ailleurs, quand on parle du climat, c'est bien ça aussi dont on parle. On va devoir passer par des périodes qui seront troublées, et donc il faut accepter aussi l'idée que, compte tenu du développement technologique, compte tenu de la puissance que ces technologies sont en train d'accumuler, eh bien, il va y avoir des secousses, et que l'issue de ces secousses n'est pas aujourd'hui totalement facile à dire. Je veux remettre sur le camp de technologie. Mon premier sur un point, comme assez rapidement, c'est l'IA. Voilà. Alors, l'IA, il parfume pas, c'est un euphémisme de le dire. Nous avons découvert très récemment qu'on avait une ministre qui avait une intelligence artificielle, alors pas en France, enfin que je sache. Mais en Albanie, c'est la ministre des marchés publics. Elle s'appelle Diana, c'est une intelligence artificielle. Et pourquoi une intelligence artificielle? Parce qu'elle semble parée de vertus supérieures en matière de lutte contre la corruption. Comme humaine, voilà, on prête, voilà, ces vertus-là. Intéressant aussi de le cas Léo XIV réserve une de ses premières encycliques, voilà, à ce sujet de l'IA, dont il considère qu'elle pose vraiment un défi anthropologique à l'humanité. Alors, mais l'IA va nous aide déjà énormément. C'est une chose, j'allais dire, à tous
donc tous nos types d'études, de communication, d'opinion, d'observation des comportements, d'analyse des réseaux sociaux, probablement à aller plus vite, à faire mieux, à faire différemment. Mais j'aimerais vous entendre là-dessus. Est-ce que l'IA, pour notre métier et pour notre mission, c'est-à-dire de délivrer des informations fiables permettant de décider en confiance, est-ce que l'IA est une opportunité ou pas? C'est à vous. Oui, non, bien sûr, c'est une opportunité. Ça va d'abord, c'est un changement considérable. Je veux dire, disons ça comme ça, c'est-à-dire que il y a un très grand nombre de métiers, notamment les métiers qui sont liés à l'information, ce qui est le cas de métiers de sondeur, seront transformés de façon gigantesque. Bon, il se trouve que je travaille dans ce métier depuis presque 60 ans maintenant, parce que j'ai commencé en 1968. C'est le plus grand changement qui s'est passé dans ce métier au cours des 60 dernières années, et même sans doute qu'on peut intégrer des 2 années avant. Donc c'est un changement absolument considérable. Pourquoi c'est un changement considérable? Parce que l'intelligence artificielle a pour conséquence de produire des informations qui n'existent pas, de ce qu'on appelle des données synthétiques, c'est-à-dire des données qui ne sont pas observées, des données qui sont modélisées. À partir de choses qui existent, de bases de données qui sont structurées, on peut modéliser ce que sera votre comportement, mon comportement, notre comportement sur telle ou telle situation. Et donc, le fait de rajouter en quelque sorte à l'abondance des informations auxquelles elles existent une autre source d'information et sans information, elle est quasi immédiate, quasi gratuite, quasi accessible à tout le monde. Eh bien, ça pose évidemment la question d'abord de est-ce que cette information est exacte ou pas. Deuxièmement, est-ce qu'elle est correctement diffusée ou pas. Est-ce qu'elle est correctement comprise ou pas. Est-ce qu'elle est correctement utilisée ou pas. En tout cas, ça va produire évidemment une sorte de grand chambardement de ce que on va appeler être, disons, l'information et à travers l'information, la connaissance. Donc oui, l'intelligence artificielle, c'est une chose, puisque c'est une autre source d'information, ça va permettre de mieux utiliser l'information. Si vous êtes aujourd'hui chercheur en oncologie, l'intelligence artificielle, c'est une chose formidable. Ça va vous permettre d'avoir une bien meilleure compréhension de l'ensemble des données qui sont rassemblées dans des bases de données gigantesques qui ont été accumulées au cours des 30 dernières années sur les 107 différentes formes de cancer qui ont été répertoriées. Donc oui, c'est une chose formidable. Oui, c'est un outil extrêmement puissant. Et oui, comme tout outil extrêmement puissant, ça peut être le meilleur ou le pire. Donc nous, on va, de notre point de vue, disons, l'appui de tout le monde, on va faire en sorte de bien utiliser ces connaissances supplémentaires, nouvelles, encore une fois, très accessibles. Le problème de la connaissance, c'est beaucoup le problème de l'accessibilité. C'est bien de savoir, mais si on n'arrive pas à transmettre, à communiquer, à faire en sorte que les autres partagent votre connaissance, évidemment, c'est beaucoup moins puissant que si vous arrivez à y faire partager cette connaissance. Non. Donc ça va tout changer pour nous, mais nous Institut de l'utile. Mais en réalité, ça va tout changer pour tout le monde, puisque ça va donner un autre rapport à la connaissance. Vous partagez Je partage totalement. l'opportunité d'IA. Je dirais que c'est peut-être l'outil qui nous conduit à la plus grande imprédictibilité que nous ayons jamais rencontrée, en fait. Et même l'apparition des mondes numériques, dans le fond, moi je travaille, donc je vous l'ai dit, j'ai écrit La démocratie des cellules en 2013. Il y avait déjà des choses qui étaient encore un peu évanescentes, mais qu'on pouvait modéliser d'une certaine façon. Vous voyez comment le biais de confirmation, etc., les super spreaders, c'était déjà tangible et on voyait que les choses allaient évoluer de cette façon. Pour l'IA,
je pense qu'on est face à une arborescence de possibles qui est sans doute un peu inquiétante, où en effet, le meilleur et le pire peuvent se produire parce que l'IA va avoir des effets dans chacune de ces catégories et je ne suis pas capable de dire dans quel rapport de force le bien et le mal vont s'affronter aux alentours de l'IA. Pour la diffusion de la fausse information, parce que c'était un des thèmes de cette matinée, c'est évident, l'IA joue déjà un rôle. Elle diffuse massivement, elle est utilisée par les ingérences étrangères, c'est très documenté, il y a des articles, notamment un récent article de Nature, je crois, Human Behavior, qui montre qu'il existe maintenant des intelligences, des swarms IA, des intelligences artificielles en essaim, qui se répondent les unes aux autres dans la nuit et qui vous donnent une impression de communauté autour de vous pour vous tromper, ce qui va affecter encore plus notre calibrage, le calibrage social que j'évoquais tout à l'heure. Par exemple, j'ai parlé de la création de fausses images, de fausses vidéos qui vont être de plus en plus performantes et qui vont évidemment affecter notre rapport. Un autre élément qui va être fondamental, c'est la qualité de l'urne. Vous savez que les IA s'entraînent en réalité, apprennent, leur apprentissage se fait sur les mondes numériques, sur les traces que nous laissons. Donc de la nature de ces traces numériques, eh bien c'est le puits qu'on va empoisonner ou pas empoisonner pour l'IA. Et d'ailleurs, un récent rapport de NewsGuard, j'en ai fait ma chronique sur France Inter il y a 2-3 semaines, et j'avais d'ailleurs aussi fait une chronique sur la ministre albanaise, et c'est tout à fait passionnant. Il montre donc NewsGuard, c'est une institution qui travaille sur la qualité de l'information, mais de façon longitudinale, d'où l'intérêt, et montre que, par exemple, la propagande russe et iranienne a largement progressé dans les réponses faites par Claude, une des IA pourtant les plus fiables sur la qualité de l'information. Alors peut-être que ça va pas durer, mais ça va dépendre évidemment de l'activité des acteurs malveillants et qui sont souvent des IA, en fait, programmés par des hommes à la fin. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les modèles MAD, Model Autophagic Disorder. C'est un jeu de mots qui est comprendre. Pourquoi? Parce que comme il y a de plus en plus de production d'IA dans les mondes numériques, les IA se faisant leur apprentissage sur les mondes numériques, et ben c'est un système qui est autophage, d'où le terme Autophagic Disorder. Il y a plein d'exemples sur ce genre de sujet, mais on n'a pas le temps de les développer là ce matin. Mais pour dire par contre le positif, voilà, parce qu'il y a pas ça c'est très inquiétant évidemment, et encore pas mal d'autres choses qui sont inquiétantes. Par exemple, j'ajouterais quand même le rapport anthropomorphisé que nous avons tendance à avoir avec les IA, et en particulier les classes d'âge les plus jeunes. 30% des jeunes Américains déclarent qu'avoir des rapports, des échanges avec une IA est aussi satisfaisant qu'avec une vraie personne humaine. Donc ça, c'est quand même un problème parce que les IA, par ailleurs, elles sont sycophantes. Vous avez peut-être pu passer cet article aussi je crois aussi, des Nature aussi. C'est-à-dire qu'elles en fait, elles sont très complaisantes avec nous. Elles nous enferment, y compris quand on lui parle de conflit. Elles nous donnent souvent raison, même quand on lui donne tort. Non, mais c'est vrai, bon, bref, on se sent plus intelligent que parfois on ne l'est. Elles sont d'ailleurs fine-tunées pour être empathiques, c'est normal. Et du coup, elles nous enferment dans une représentation du monde. En fait, c'est souvent un miroir déformant. Et les aspects les plus préoccupants, mais qui relèvent exactement des mêmes disons, processus, c'est par exemple les suicides par IA, voire les psychoses par IA. Parce qu'évidemment, si vous avez un terrain psychiatrique, l'IA va vous enfermer dans vos obsessions. C'est pas une volonté de sa part, c'est qu'elle est fine-tunée pour être comme ça. Et donc, dans des générations qui sont les plus jeunes, qui ont tendance à s'auto-observer beaucoup plus que les autres classes d'âge, les IA peuvent servir de miroir déformant très inquiétant. Très inquiétant. À tel point qu'on se demande si la valeur principale dans l'avenir, ça va pas être la sérendipité. C'est-à-dire la possibilité de rencontrer par hasard quelque chose qu'on pourrait pas rencontrer. Et ça, vous pourrez pas le faire avec l'IA. L'IA vous produira pas, voilà. Mais d'un autre côté, pour la connaissance, il était dit, tous les chercheurs utilisent l'IA, par exemple. C'est un outil absolument fabuleux pour retrouver des sources d'articles, etc. C'est beaucoup plus rapide que d'aller sur Web of Science. Et ce sont des outils qui sont très performants. Et puis, donc, sur la note positive, il y a, même y compris pour lutter contre les fausses informations, il y a plusieurs papiers, je pense à Rand, Pennycock, etc., pour ceux qui connaissent un peu la littérature, qui montrent que l'outil le plus efficace à utiliser pour un dialogue avec quelqu'un, par exemple, qui croit à des théories du complot, c'est l'IA.
Alors ça peut sembler bizarre, la personne sait que c'est une IA, elle va dialoguer, l'IA va le contredire. Et alors, pour quelle raison ça marche? C'est pas une fait extraordinaire, ça devrait 20% de baisse de l'adhésion, de la conditionnalité de la croyance, mais c'est durable quand on reproduit 3 ou 4 mois après et personne reste à ce niveau d'adhésion. Et les deux raisons, c'est que d'une part, l'IA, elle est pas offensante, elle va pas vous humilier, et ça c'est important, ça pour nous quand on débat avec quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord. Pensons à ne pas humilier épistémiquement nos interlocuteurs, puisque justement, elle est fine-tunée pour être empathique. Et deuxièmement, vous avez vu que c'est très difficile de discuter avec un super spreader sur les réseaux sociaux. Il va vous inonder de ce qu'on appelle des millefeuilles argumentatifs, vous en sortirez pas, il est plus motivé que vous, mais il y a plus increvable qu'un super spreader. C'est l'IA, elle se fatigue pas. Et je m'arrêterai là-dessous parce que j'aurais tant de choses à dire, mais quand même, l'histoire de la ministre est pas inintéressante, parce que c'est vrai qu'elle est moins corruptible que les êtres humains. Elle n'a pas de cousin, elle n'a pas d'oncle, ou etc. A priori, elle n'a pas de famille. Elle est, normalement, sauf si elle est programmée pour être corrompue, bien sûr, elle est beaucoup plus incorruptible. Et puis, vous savez, il y a un terme récurrent à propos des démocraties. C'est ceux qui attaquent la démocratie disent que les démocraties sont impuissantes. Elles nous paraissent des systèmes politiques, à tort ou à raison, qui sont trop lentes, trop peu réactives, et qu'à la limite des systèmes un peu totalitaires, d'où d'ailleurs dans beaucoup de sondages, l'appel à des formes d'autorité, une plus grande autorité, y compris en France, parce que encore une fois, c'est une réponse assez logique par rapport au sentiment de dépossession et de perte de maîtrise dans l'environnement. On se dit qu'avec quelqu'un qui resserrerait comme ça les boulons, etc. En tout cas, il y a un fantôme qui hante la représentation d'une démocratie, c'est celui de l'impuissance. Pourquoi? Parce que souvent les démocraties, parce que ce sont des systèmes à plusieurs voies, eh bien elles c'est vrai aussi, nous font parfois crouler sous un certain nombre de normes qui rendent, quand on est chercheur, vous le savez, on tombe sur des situations quand même très cocasses, et d'où tous, je pense, dans nos exercices professionnels, on se dit, c'est aberrant, ces normes nous semblent irrationnelles. Or, elles ont tous des raisons, mais c'est un empilement de raisons qui peuvent être autocontradictoires. Bref, les démocraties, certainement, comme tous les systèmes sociocomplexes, ont des problèmes d'optimisation. Et si vous lisez un auteur, s'appelle Tainter, qui a beaucoup travaillé sur la chute des civilisations, il a une sorte d'équation qui vaut ce qu'elle vaut, mais il pense que les civilisations, il a étudié pas mal de chutes civilisationnelles, dont Rome évidemment. Les civilisations s'effondrent lorsque le poids de la gestion de la complexité excède les avantages de cette complexité. Or, il y a vraiment un outil qui nous permettrait de dépasser le poids de cette complexité et d'optimiser nos processus, c'est vraiment l'intelligence artificielle, si elle est bien utilisée. Donc, peut-être, finalement, que ça pourrait être une solution aussi pour dépasser le plafond civilisationnel qui a pesé sur toutes les grandes civilisations jusqu'à présent qui se sont développées. Une dernière question de ma part avant de laisser un peu de temps pour les questions des de la salle. Alors je vais me laisser à deux prédictions au pire, c'est filmé en derrière. On est le 28 mai, 2026, dans un an, de 28 mai 2027. Normalement, si tout va bien, on aura un nouveau ou une nouvelle présidente de la République. Et a priori, ce que en tout cas j'ai pu en lire, ce sera quelqu'un en chair et en os, et a priori pas Emilia, pour la pléthore de candidats, mais j'ai pas encore vu fleurir des candidatures ou pré-candidatures de la Paria. Plus sérieusement, dans nos enquêtes, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a déjà un Français sur deux, et une partie l'a déjà fait lors des élections municipales. Un Français sur deux ou en tout cas nous indique qu'il va probablement avoir recours précisément à l'IA pour l'aider à faire le choix ton choix de nos notes l'année prochaine. Donc ça crée quand même un nouveau contexte. Il y a énormément de points de contexte qui sont nouveaux, mais je voudrais en rappeler aussi un deuxième. C'est que les processus de désignation des candidats mis en contrôle sont, semble-t-il, pas très orientés actuellement vers des primaires ou que sais-je, et un certain nombre de candidates, de ceux qui réfléchissent encore à y aller, semblent indiquer que des sondages pourraient être leur juge de paix.
Donc j'ai envie de juge de paix pour décider d'y aller ou ne pas y aller, de quel est le candidat le mieux placé, susceptible de pouvoir l'encore. Sur ces simplement deux éléments de fondation, le rôle qui va être joué par ISIA dans cette campagne, ça, incontestablement. Le fait que les sondages, Pierre s'en est une encore, un nouveau statut de désigner une partie des candidats, quels sont finalement les nouveaux enjeux pour les sondages politiques en France dans les quelques mois à venir. Ce serait plutôt un prestataire de répondre qu'à moi, mais je vais quand même dire quelque chose. Je pense pas que la situation des enquêtes d'opinion soit très différente aujourd'hui de ce qu'elle était il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Notre industrie a connu des moments pénibles, puisque évidemment ce sont des outils qui cherchent à décrire la réalité, mais en matière électorale, la réalité elle est dynamique. Et donc chacun se souviendra, non, moi je m'en souviens peut-être pas de vous tous, vous êtes protégés par votre âge, mais de ce qui s'est passé en 2002 en France, où en effet les enquêtes d'opinion n'ont pas nécessairement contribué à faire que le processus démocratique se déroule de façon totalement équitable pour Lionel Jospin, qui a été donné présent au deuxième tour, et comme il n'a pas été présent au deuxième tour, eh bien, c'était Jean-Marie Le Pen qui a subi la coalition au deuxième tour de l'élection présidentielle. Bon, donc, il y a des moments où il y a une certaine difficulté à représenter la réalité du comportement des gens, surtout, encore une fois, dans des mécanismes à 2 tours. Et pourquoi les mécanismes à 2 tours? Parce que, évidemment, il y a des jeux se déroulent entre le premier tour et le deuxième tour, et qu'il n'est pas toujours évident de bien comprendre comment ces jeux peuvent influer sur le comportement des gens au moment où il y aura. Alors, est-ce que l'élection de 2027 en France sera de cet ordre-là? Possible, parce que ça dépend un petit peu de qui sera candidat, de qui aura le courage non seulement d'être candidat, mais d'aller au bout de sa candidature, donc de rester présent jusqu'au soir du premier tour. Gilles, moi je ne sais pas, ce que je sais simplement, c'est que les enquêtes d'opinion en matière électorale sont des éléments d'information, pour prendre comme tels, comme ce sont des éléments d'information, sont des éléments d'information actifs, donc peuvent faire évoluer le comportement des électeurs, mais ce n'est pas pire que ce que peuvent produire des systèmes d'intelligence artificielle ou d'autres mécanismes qui sont décidés, qui sont destinés pour avoir un impact sur le comportement des citoyens. De toute façon, la démocratie représentative, c'est un système politique qui fait confiance aux gens, et donc je propose que, même au temps de l'IA, on continue à faire confiance aux citoyens. De toute façon, on a en réalité pas vraiment le choix. Nouveaux enjeux ou finalement assez proche de ce qu'on a déjà vécu dans des précédentes élections. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui va, dans cette élection prochaine, creuser les phénomènes qu'on a déjà observés, qu'indique Didier Truchot. En fait, c'est le caractère performatif du sondage. Le sondage, c'est en effet une façon de s'informer sur l'état de l'opinion, par exemple sur les intentions de vote, même si on sait que les gens peuvent changer d'avis, heureusement. Mais ça peut être aussi une information pour les citoyens, pour se faire une idée de ce que les autres vont voter. Or, l'élection de 2027 va creuser encore l'importance qui était déjà présente en 2022 de ce qu'on appelle le vote utile. Parce que comme les choses essentielles vont se faire au premier tour, et on a vu qu'en 2022, il y a des candidats qui ont fait même pas 2%, et qui, à mon avis, pesaient électoralement plus de 2%.
je peux me tromper, mais ce qui explique leur score très très bas, c'est l'aspirateur à vote utile qui s'est produit au premier tour, en se disant, tant qu'à voter, je veux voter pour la personne qui a le plus de chances de passer le premier tour, sachant que l'élection majeure va se passer au premier tour. Et ces enjeux me paraissent encore amplifiés pour la prochaine élection, même si c'est encore très flou, puisqu'il y a plein de candidats qui ne sont pas vraiment déclarés et qui sont seulement un peu en jachère, qui retireront peut-être leur intention de se présenter. Donc, je pense qu'il va y avoir un aspect extrêmement performatif de ces sondages, qui pose un problème, démocratiquement d'ailleurs, parce qu'en effet, l'idée que un outil de renseignement de l'opinion des autres puisse avoir rétroactivement une action sur ma décision, ça clarifie pas tout à fait le jeu démocratique, mais c'est exactement ce qui se passe, par exemple, sur des marchés. Les acteurs agissent souvent sur les marchés dans l'idée qu'ils se font de la représentation des autres. Ce sont ce qu'on appelle des croyances miroirs. Je crois qu'il veut croire que je crois que lui croit. Et ça peut aller très loin, d'où les mouvements erratiques sur les marchés, précisément non linéaires. Et donc, en fait, je pense qu'on pourrait observer des phénomènes non linéaires sur le marché électoral qui vont être, du coup, très, très complexes, mais paradoxalement, vont créer une demande de point de vue rationnel peut-être encore plus forte que jamais. Quant à l'usage des IA, par exemple pour les électeurs, pour se faire une idée, je vais peut-être vous surprendre, mais je vois pas ça d'un mauvais œil. Parce que précisément, on le sait, le choix électoral ne se fonde pas toujours sur un examen rationnel des propositions programmatiques des candidats. Peut-être que les IA vont aider un peu en cela à aligner les individus sur ce qu'ils ont vraiment envie de voir advenir. Voilà. Et quelquefois, il peut y avoir une confusion à cause de la démagogie du personnel politique. Il faut pas oublier que jusqu'à présent, il y a des tests qui sont faits sur les IA. Par exemple, quand on les interroge sur des questions, par exemple, scientifiques, il y a des candidats qui ont peut-être un rapport à la vaccination, ou des camps politiques qui ont des rapports à la vaccination, par exemple, ou à des questions géopolitiques, qui sont pas forcément alignés sur la rationalité. Eh bien, jusqu'à présent, en tout cas, les IA très majoritairement, quelles qu'elles soient, même celles qui scorent le plus bas, elles font état plutôt du consensus scientifique que d'autres choses. Donc, je me dis, pourquoi pas, c'est peut-être une boussole qui indique pas forcément le sud de l'IA dans cette matière, sachant que la boussole que nous utilisons souvent dans ce domaine, c'est ce qu'on appelle la contamination du croire par le désir, c'est-à-dire la wishful thinking, la pensée désirante, ce qui est pas forcément la meilleure boussole pour faire un choix électoral. Merci.